Janvier 2024. Je m'envole de Brest pour atterrir à Seattle, d'où je rejoins, à Port Townsend, Olivier, Silvio et Kenavo, à bord de Breskel, le bateau sur lequel nous allons naviguer ces prochains mois. Avant de partir, nous préparons le bateau et j'en profite pour visiter les alentours en attendant un bon créneau pour pouvoir mettre à l'eau. Une fois la fenêtre météo trouvée et nos provisions faites, nous mettons le bateau à l'eau. Puis, nous partons pour sortir du Strait de Fuca avant de nous retrouver dans les eaux froides du Nord Pacifique. Je n'ai pu filmer que de rares moments de calme pendant la première semaine, car nous nous sommes fait démonter par 45 nœuds de vent presque non-stop, et j'ai passé mon temps à vomir et dormir. Voyant des prévisions de vent contraire encore plus violents qui allaient arriver dans les prochains jours, nous sommes retournés sur la côte de l'Oregon, dans le port de Coos Bay, pour laisser passer cette tempête et faire quelques petites réparations.
J'ai pu commencer à pêcher, et j'ai malheureusement attrapé un phoque un peu trop curieux, qui m'a arraché tout mon fil et m'a coûté un leurre. Grâce au conseil des pêcheurs locaux, j'ai pu apprendre à pêcher le crabe à la canne à pêche. Nous avons pu nous régaler de Dungeness Crab, très réputé ici, avec une chair qui ressemble un peu à celle du tourteau. Il vient donc l'heure de repartir de l'Oregon, dans une grosse houle résiduelle, mais au moins un vent dans le bon sens. Je me retrouve rapidement à monter en haut du mât pour réparer la drisse de génois, que nous n'avions pas pu vérifier en Oregon et qui s'est rompue dès que nous avons pris un petit coup de vent en repartant. Nous naviguons ensuite tranquillement pendant plusieurs semaines, et je découvre enfin, sans mal de mer, les plaisirs de la vie au large et la sensation de liberté que peut procurer l'océan. Mettant cap droit au sud pendant plusieurs semaines, le temps se réchauffe de plus en plus, et je fais mes premiers combats contre des thons, qui brisent toutes mes lignes et dont je ne verrai jamais l'ombre.
Nous tentons une escale au Mexique, à Puerto Vallarta, où nous nous faisons gentiment dégager du port, sûrement car nous n'avions pas de yacht. J'arrive à passer entre les mailles du filet de la sécurité et à faire quelques petites courses avant que nous sortions du port pour aller jeter l'ancre face aux hôtels et leur piquer leur wifi. Encore de la casse, la fixation de notre câble d'été s'est fait arracher par l'encre. Nous prenons une bonne nuit de sommeil puis bricolons une réparation avec un joli boulon le lendemain. Nous prenons une belle journée à l'ancre pour nous reposer et profiter de l'endroit. Je pêche mes premiers ladyfish, très combatifs et amusants à pêcher, mais vraiment trop plein d'arêtes pour être bons. En ressortant de la baie, nous croisons un beau groupe de baleines. C'est la première fois que j'en vois d'aussi près. Et nous passons ensuite au milieu d'une énorme chasse de bébés thons, qui me donnera le premier d'une longue série de thons rouges. Un vrai délice, que ce soit cru en sashimi ou cuit à la poêle. Nous entrons ensuite en pleine nuit dans la baie de Manzanillo, qui s'avère être bien plus accueillante, et nous faisons nos provisions, ainsi qu'un peu de tourisme et d'autres réparations en haut du mât.
Le 5 mars à minuit, je fête mon anniversaire pendant mon quart de nuit. Et je profite pleinement de cette belle journée, encore un peu plus spéciale que les autres. Nous arrivons quelques jours plus tard à Huatulco, où nous faisons encore une escale, car notre câble d'été a lâché en haut du mât, et un gros coup de vent est prévu pour les jours suivants. L'escale prévue de 2 jours s'est transformée en presque une semaine à terre, à nous faire balader de bureau en bureau jusqu'à la grande ville d'à côté, à 2 heures de route, pour faire nos papiers d'immigration, que nous apprendrons ensuite inutiles de par la courte durée de notre escale. Nous passons les semaines suivantes à longer l'Amérique centrale en ayant très peu de vent. Ce qui est un peu frustrant à bord, mais qui me permet d'observer encore mieux la faune présente dans ces eaux chaudes et de m'amuser à pêcher tout ce qui veut mordre. Grâce aux poils de notre fidèle Navo, je fabrique de tout petits leurres qui me permettent de pêcher des mini-thons et petites carangues, qui pour une partie partent en friture, et pour l'autre partent au bout d'un fil et me servent à attraper un requin.
J'arrive même à sympathiser avec les oiseaux qui venaient se poser sur l'avant de notre bateau. Le vent reprend partiellement avec quelques superbes orages tropicaux et nous permet de descendre un peu plus vite en longeant le Nicaragua et le Costa Rica. Ça c'est un beau pavillon. Dans ces eaux très poissonneuses, j'attrape même une tortue, qui heureusement ne s'est pas blessée et s'était juste emmêlée dans mon fil. Je lui fais une caresse et la laisse repartir. Les thons, eux, ont moins de chance, mais continuent à m'offrir des combats inoubliables et à nous nourrir. Nous arrivons enfin à notre latitude la plus basse du voyage, 7 degrés. Nous n'avons plus qu'à remonter le golfe de Panama pour arriver au canal. Et dans la brume apparaît la skyline de Panama. Nous nous dirigeons vers le mouillage, l'immigration et les courses, car nous avons mangé ces derniers jours uniquement du poisson. Je profite tranquillement de ce retour à la vie terrestre et visite tout ce qu'il y a à visiter aux alentours en attendant d'avoir une date de passage pour le canal.
Malheureusement, en raison d'une casse moteur survenue pendant les pétoles le long de l'Amérique centrale, notre passage du canal est refusé, vu que nous ne pouvons pas manœuvrer dans les écluses. C'est donc la fin de l'aventure pour moi, et un retour en France en avion. Le bateau traversera le canal un mois plus tard avec une nouvelle transmission. Puis après avoir encore fait de nouvelles réparations côté Atlantique, traversera avec succès pour arriver à Brest en fin d'été.